Bonjour à tous, cette fois-ci nous allons parler d'Adobe. Je suis avec Denis Pierre. Bonjour Denis Pierre. Bonjour, bienvenue sur le salon cette année et nous allons voir donc quelques nouveautés au niveau de Premiere Pro, une version qui est en cours de développement et qui sera disponible prochainement. Généralement on annonce nos mises à jour majeures au moment de l'événement de Max qui a lieu cette année mi-octobre. Mi-octobre, parfait. Alors, présentons déjà les nouveautés que tu penses le plus intéressantes. Eh bien, je vais vous parler de l'intégration du VR 180 à l'intérieur de Premiere Pro. Donc pour ceci, bien sûr, il va falloir avoir un casque, enfiler un casque. D'ailleurs, on a une petite fenêtre qui permet de voir à l'heure actuelle ce que voit le casque, si vous l'aviez sur la tête. Et d'ailleurs, pour pouvoir être bien en face des capteurs, pouvoir bien fonctionner, il faudrait plutôt être dans cette position-là. On va tester ça. Voilà, est-ce que tu vois les joysticks? Oui, je les vois. Voilà, très bien. Alors maintenant, ce joystick de droite, tu as des boutons, tu as un bouton qui permet de faire play. Oui, je le vois. Voilà, vas-y. Voilà, je vois la timeline. Ok, très bien. Alors, devant le joystick à droite, tout devant, tu as un bouton qui permet de tirer. Non, devant avec l'index, voilà. Et là, tu peux saisir la timeline. Ouais, vas-y, déplace. Ah oui. Voilà. Ah ouais, excellent. Voilà, très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas attacher la timeline à ta main gauche. Pour ça, avec la main droite, tu vas aller chercher les petits carrés qui sont en haut dans la barre de titre de la timeline. Et tu peux déplacer la timeline et tu vas pouvoir la poser sur le carré bleu de ta main gauche. Le carré bleu. Voilà. Là, tu lâches, et maintenant la timeline est attachée à ta main gauche. C'est plus facile pour pouvoir la manipuler. Effectivement. Voilà. Et donc tu vas pouvoir, normalement si tu appuies sur le bouton play, donc juste une pression et tu relâches. Oui, ça fonctionne. Voilà. Donc ça te permet en fait de contrôler. Si tu vois un filet, un maillage apparaître devant toi, c'est que tu es un petit peu près de la scène. C'est un maillage de contrôle, donc tu recules un petit peu et c'est parfait. Si à un endroit particulier, tu as besoin de placer un marqueur qui te permettra, lorsque tu reviendras sur ta zone d'édition, de travailler, avec la main droite, tu vas activer le marqueur qui est à droite d'ailleurs de la timeline. Un clic, il est bleu, parfait. Et maintenant, avec la main gauche, en tirant avec l'index, tu vas pouvoir placer un marqueur là où se trouve la tête de lecture. Ah ouais, excellent. Et donc ce sont des marqueurs spatiaux qui permettent donc après de repérer, de travailler sur... Tu ne peux pas éditer avec le masque, tu ne peux que contrôler, placer des marqueurs et après tu reviens sur Premiere Pro, sur ta main pour pouvoir éditer. Excellent. Donc voilà pour cette première partie. Ce qui est important au niveau de l'étalonnage, c'est les changements de workflow qu'on a à l'heure actuelle et on veut pouvoir faire cet étalonnage directement depuis la timeline et en cours de production plutôt que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire en étape de finishing. Donc on a comme ceci des modifications sur ces workflows qu'on essaie d'adapter au mieux. Donc là ici je vais prendre un projet où effectivement on a travaillé sur la correction sélective d'une partie de l'image. Les étalonnages secondaires. Voilà, les étalonnages secondaires. Donc là je me mets ici, je suis dans mon espace de travail étalonnage secondaire. Alors première chose au niveau de l'humétrie, on s'est rendu compte que ça manquait un petit peu d'ergonomie dans le sens où quand on a plusieurs réglages à empiler, on est en train on vérifie ça je dirais dans la fenêtre des options et c'est un petit peu compliqué. Donc on a déjà commencé par rajouter ici le fait de pouvoir empiler un petit peu sous forme de calque. Différents réglages. Donc là j'ai un réglage qui s'appelle Alexa Lut. Je crée un nouveau réglage. Voilà, je peux même en créer pourquoi pas un autre. Alors forcément ils ont les mêmes noms, je peux les renommer, comme ça sera plus facile. Donc je vais l'appeler Lume voilà, 5. Parfait. Et donc ce qui permettra de passer de l'un à l'autre, éventuellement de modifier les réglages. Et ils vont s'empiler, donc ils vont se rajouter les uns aux autres. On pourra toujours les contrôler dans la palette des effets. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément se trouve effectivement au niveau des courbes. Des courbes, ce qui nous permettait de faire les corrections sélectives par intermédiaire de roues chromatiques. Alors ça parlait à pas mal de monde, mais le retour qu'on a eu c'était que l'ergonomie n'était pas assez souple, on avait du mal à attraper les points et on avait du mal à anticiper le résultat de ce que ça allait donner. Donc là on a complètement éclaté ça sous forme de diagramme et donc on va travailler avec des courbes croisées, la teinte sur la teinte. Exactement, la teinte par rapport à la saturation, la teinte par rapport au luma et ainsi de suite. Alors si je prends par exemple un visuel comme celui-ci,
Là, si je trouve qu'effectivement j'ai besoin de désaturer l'étonchère, eh ben, je vais travailler sur la teinte par rapport à la saturation. Et on va aller chercher ici la teinte de colorimétrie. Voilà, exactement, avec la petite pipette. Donc j'arrive là. Alors là, vous voyez que des fois les points se placent mal. Alors tout simplement, on a la possibilité de déplacer le courbe. Ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Si on trouve que le choix qui a été fait n'est pas judicieux, on peut toujours reprendre. J'ai fait 2 clics sur les boutons qui se sont effacés. Oui, je crois que là on est bien. Là on est pas mal. De toute façon, je peux à tout moment étaler un petit peu ma correction et décider de sursaturer ou de sous-saturer comme ceci et de pouvoir travailler. Donc on voit que le travail se fait d'une manière très simple. On va voir rapidement d'autres exemples qui moi me paraissent très intéressants. Par exemple là ici au niveau de ce groupe de danseuses, eh bien ce qu'on voulait c'était vraiment mettre en avant leur teinte de robe qui était auparavant très rose, très rouge, et là on les a tout simplement fait virer au jaune en travaillant sur la teinte, la teinte donc, contre la teinte. Voilà. Pour bien comprendre, quand on clique sur le bouton, on va trouver verticalement l'axe sur lequel on va faire varier la teinte pour pouvoir travailler sur les éléments qui nous intéressent. Donc, à la fois la visualisation, l'utilisation et l'anticipation de ce qu'on va faire est beaucoup plus directe. Il y a eu, sur cette fonction-là, il y a eu 80% de temps travaillé sur l'ergonomie par rapport au temps de développement qui représentait peut-être 20%. C'est vraiment un travail d'ergonomie qui a été fait pour pouvoir anticiper les éléments. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres fonctionnalités de montage qui sont intéressantes que tu peux nous présenter? Ah ouais, tout à fait. Alors là ici, je vais passer sur la partie... Vous savez qu'on a intégré des motion templates qui sont fabriqués dans After Effects, que l'on va utiliser sur la timeline de Premiere Pro et qui vont nous permettre donc d'avoir des animations. Ces motion templates, on appelle ça motion graphics templates, on appelle ça des moguts. En fait, si on a du mal à trouver, en fait, c'est les Américains prononcent ça comme yogurts, un yaourt, yogurts, mettent un Y et mettent un M. Yogurts, moguts. Ah ok, d'accord. Voilà, les moguts. Alors les moguts, ce qui est intéressant, c'est que on peut modifier des informations de ce template en le connectant à des données. Des données qui sont des tableaux Excel, tout simplement. Donc ça, on peut le faire dans After Effects. Maintenant, directement, on va pouvoir les mettre à jour dans Premiere. Ah oui, ok. Donc là, ici, si je viens sur cet élément, j'ai dans mon panneau Essential Graphics, je peux afficher donc la table qui permet d'afficher ici les différents éléments. Alors vous voyez par exemple, je peux directement aller corriger un élément si cela m'intéresse. Je vais marquer People, voilà, comme ceci. Voilà, quand je valide, hop, on voit, c'est modifié. Ah oui, donc c'est maintenant direct. Plus besoin de passer par After Effects pour faire un habillage. Alors on va même aller plus loin, c'est qu'on va tout simplement, si je prends ici le deuxième exemple, où en fait on a dupliqué ce moguts, mais il doit faire appel à d'autres données, eh bien tout simplement, je vais aller chercher ici dans mon navigateur un autre tableau de données, voilà, que je vais pouvoir afficher, et aussitôt, la modification est faite. Ah oui, fantastique. Voilà. Et donc ça permet de gagner beaucoup de temps, notamment lorsque on a par exemple des émissions sportives avec des bandeaux et on a besoin des noms des joueurs, autre chose. Tout en sachant que là, on est connecté en direct sur ce CSV. Alors il y a CSV, TSV et JSON, les fichiers JSON aussi. Donc, JSON. .json. .json, okay. Point JSON, c'est en référence à Jason, celui qui travaille ici? Pas du tout. Non, c'est je ferai une petite recherche sur Google sur les fichiers .json. C'est en fait des fichiers de données, mais qui sont formatés sous forme d'un XML. Ah oui. Et donc beaucoup plus facile à exploiter dans différents environnements. Voilà. Très bien. D'accord. Alors, en fait, si ce fichier est modifié par l'auteur du fichier, ça se modifie directement dans le logiciel. Donc ça peut être intéressant ou ça peut être un piège. Voilà. Effectivement. Donc à ce moment-là, il faut s'organiser, peut-être verrouiller le fichier ou en faire une copie ou autre chose. Voilà, c'est juste une indication. Mais madame, voilà. Eh bien... Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant. Alors je vais venir ici sur ce point, là, où en fait, on s'aperçoit qu'on a accès ici à un fichier avec plusieurs rangées. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, eh bien, je peux aller chercher la rangée qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Là, ici, je vais chercher la rangée qui m'intéresse et je vois que ça change directement.
Donc ça, c'est encore plus rapide. C'est-à-dire que je peux avoir toutes les données sous forme de rangée. J'ai mon fichier Regards qui est donc appliqué, je le duplique et après je vais juste faire mes réglages en choisissant la ligne qui m'intéresse. Et j'ai les informations qui s'affichent. Donc là, on renforce, je dirais, d'une part, le travail collaboratif dans une équipe, et les personnes qui vont s'occuper des données, les personnes qui vont s'occuper du montage, et la production, où bien souvent, en chaîne de télévision, on a le JT qui se prépare, on a besoin de préparer tous les éléments pour pouvoir les afficher le plus rapidement possible. Eh bien, merci beaucoup, Denis Pierre. Ce fut très instructif. Juste une dernière phrase avant de partir. Très inspiré de Final Cut Pro 10.4, les nouvelles courbes croisées de Lumetri. Hein, merci infiniment, Denis Pierre. Et je vous dis à tout de suite pour une autre interview.